Ne me demandez pas combien dura le sommeil de ma défaillance inattendue, et si ce qui s'ensuivit n'était, tout ou partie, qu'un simple rêve. Si je vous dis que je me réveillai à un certain moment, que j'entendis et vis certaines choses, vous répondrez probablement que je n'étais pas réveillé, et que tout cela n'était qu'un rêve, jusqu'à ce moment où je me précipitai hors de la maison, courus vers la remise où j'avais vu la vieille Ford, puis m'emparai du vénérable véhicule pour une course folle et sans but à travers les crêtes hantées dont je sortis enfin, après des heures à cahoter et tourner à travers l'épais labyrinthe de forêt, dans un village qui se révéla être Townsend. Vous pourrez aussi, bien sûr, contester l'ensemble de ce que je rapporte dans mon témoignage, et déclarer que les photographies, l'enregistrement, les voix émanant de la machine au cylindre et les autres preuves similaires ne venaient que de cette pure déception due à l'absence de Henry Heckley. Vous pourrez même prétendre que lui-même avait conspiré avec d'autres excentriques de sa sorte pour construire une farce folle et compliquée, qu'il avait lui-même retiré son colis à la gare de Keene et qu'il avait réalisé avec Noyce ce terrifiant enregistrement du cylindre de cire. C'est étrange aussi que Noyce n'ait pu encore être identifié, qu'il était inconnu de chacun des villages autour de chez Heckley, bien qu'il ait dû résider fréquemment dans la région. J'aurais préféré ne pas retenir la plaque d'immatriculation de sa voiture, ou bien peut-être c'est mieux après tout que je m'en souvienne. Parce que, en dépit de tout ce que vous pourriez me dire, et en dépit de ce que j'essaye moi-même de me dire, je sais que de dégoûtants pouvoirs du dehors se dissimulent dans ces montagnes mal connues, et que ces pouvoirs ont des émissaires et des espions dans le monde des hommes. Rester aussi à l'écart que possible de tels pouvoirs et de tels émissaires, voilà tout ce que je demande à la vie désormais. Quand, après mon histoire affolée, le shérif envoya quelques hommes à la ferme, Heckley avait disparu sans laisser de traces. Par terre, il y avait la grande robe de chambre, le châle jaune, des bandages de pieds près du fauteuil dans le coin de la pièce, mais impossible de savoir si quoi que ce soit d'autre avait disparu avec lui. Des chiens et des volailles, bien sûr, il n'y en avait plus, et restaient seulement ces traces de balles sur les murs du dehors, plus quelques-unes sur les murs au dedans. Hors de cela, on ne put rien déceler d'inhabituel. Il ne restait plus aucun des cylindres et des machines, aucune des preuves que j'avais rapportées dans ma valise, plus de mauvaise odeur ni de vibrations, plus d'empreintes sur la route, et non plus ces choses incroyables que j'avais aperçues à la toute fin. Je restai une pleine semaine à Brattleboro après ma fuite, prolongeant l'enquête auprès des gens de toutes sortes qui avaient connu Heckley, et le résultat me convainquit que l'affaire n'était pas le produit inventé de mes rêves ou de mon délire. Les chiens, les munitions et les produits chimiques étaient des achats suffisamment hors du commun pour avoir été remarqués, ainsi que les coupures successives de la ligne téléphonique. Tandis que tous ceux qui le connaissaient, y compris son fils en Californie, confirmèrent que ces remarques régulières sur ces étranges études avaient quelque consistance. Des citoyens respectables le prenaient pour un fou, et sans hésitation dirent que toutes ces preuves accumulées étaient probablement des farces ourdies par une ruse malsaine, peut-être appuyées par quelques excentriques associés. Mais les paysans et ruraux soutenaient le détail de toutes ces observations. Il avait montré à quelques-uns d'entre eux ses photographies ainsi que la pierre noire, et leur avait fait entendre l'enregistrement hideux. Et tous disaient que les empreintes et ces chuchotements étaient tels que les décrivaient les légendes ancestrales. Il disait aussi qu'on avait remarqué des ombres et des sons suspects en nombre grandissant auprès de la maison d'Heckley, après qu'il avait trouvé la pierre noire, et que tout le monde en évitait le lieu désormais, à l'exception du facteur et de quelques personnes à fort caractère. La montagne noire et celle de la ronde étaient toutes deux notoirement des lieux hantés, et je ne pus trouver personne qui les ait explorés d'un peu près. Chacun pouvait aussi attester de la disparition occasionnelle de gens d'ici, tout au long de l'histoire du district,
et elles incluaient désormais celles de Walter Brown, ce demi-vagabond qu'Eckley mentionnait dans ses lettres. Je rencontrai même un paysan qui pensait avoir vu personnellement un des étranges cadavres flotter dans la West River au temps des crues, mais son récit était trop confus pour être fiable. Quand je quittais Brattleboro, j'étais résolu à ne jamais revenir dans le Vermont, et j'ai la certitude que je m'en tiendrai à cette résolution. Ces crêtes reculées sont de façon sûre l'avant-poste d'une colonie d'une effrayante espèce cosmique, et j'en doute encore moins depuis qu'une 9e planète a été découverte au-delà de Neptune, juste là où ces êtres avaient dit qu'elle serait aperçue. Les astronomes, après une connotation hideuse qu'ils ne peuvent suspecter, l'ont appelé Pluton. Je crois, sans aucune question, qu'il ne s'agit de rien moins que la noire Yugoth, et je tremble quand j'essaye de me figurer les raisons réelles qui ont fait souhaiter à ces monstrueux habitants qu'elle soit ainsi découverte, et à ce moment précis. Je tente vainement de me rassurer quant au fait que ces créatures démoniaques ne sont pas progressivement en train d'installer une politique nocive sur cette terre, au détriment de ses habitants ordinaires. Je dois en terminer avec ce qui s'est passé à la fin de cette terrible nuit dans la ferme. Comme je l'ai dit, j'étais tombé dans une somnolence trouble, un sommeil rempli de brefs rêves qui évoquaient des aperçus de paysages monstrueux. Ce qui me réveilla, je ne peux le savoir, mais que je me réveillais brutalement à un moment donné, j'en suis certain. Mes premières et confuses impressions, le craquement fort et régulier des planchers sur le palier devant ma porte, et qu'on manœuvrait gauchement de façon assourdie le loquet. Mais cela s'arrêta très vite. Aussi, mes vraies premières impressions claires furent celles de voix que j'entendis dans le bureau au-dessous. On aurait dit qu'ils étaient plusieurs à parler, et j'aurais juré qu'ils s'opposaient fermement. Au bout de quelques secondes, cette fois j'étais pleinement réveillé, et la nature de ces voix était telle que toute pensée de sommeil s'était évanouie. Les timbres se mêlaient curieusement, et quiconque avait entendu une fois l'enregistrement maudit ne pouvait avoir de doute sur la nature d'au moins 2 d'entre elles. Aussi hideuse qu'en soit l'idée, je me découvris partager le même toit que les choses sans nom venues des abysses de l'espace. 2 de ces voix émettaient ces chuchotements blasphématoires que les êtres de là-bas utilisent dans leur communication avec les hommes. Les 2 étaient individuellement distinctes, différentes en termes de hauteur, d'accent, de rythme, mais toutes 2 étaient de la même espèce d'anable. La 3e voix était indubitablement celle d'une de ces machines à l'élocution mécanique raccordée à l'un des cerveaux isolés dans les cylindres. Et pas plus de doute possible à leur propos que pour les chuchotements. Parce que cette voix lourde, métallique mais sans vie du soir précédent, incapable d'inflexion et d'expression, raclante et crissant, avec sa précision impersonnelle et son sens de l'affirmation, était inoubliable possible. Au premier instant, je ne doutais pas que l'intelligence derrière la membrane était la même qui s'était adressée à moi le soir précédent. Mais bientôt après, je pensais que n'importe quel cerveau émettrait des sons vocaux identiques si reliés au même mécanisme émetteur de sons. Les seules différences possibles étaient celles de la langue, son rythme et sa vitesse, sa prononciation. Et pour compléter ce colloque de sabbat, je reconnus 2 voix vraiment humaines, le langage cru et rude d'un inconnu évidemment de la région, et l'autre avec le suave accent de Boston de mon cher guide, Monsieur Noyes. Comme j'essayais de comprendre les mots que l'épais plancher de bois rendait assourdis, je fus aussi conscient, dans la pièce du bas, d'un grand remue-ménage fait de raclements, frémissements, battements. Pas possible d'échapper à l'impression qu'elle était remplie de ces êtres vivants, beaucoup plus que des quelques-uns dont je pouvais reconnaître les chuchotements. L'exacte nature de ces raclements, voilà qui est extrêmement difficile à décrire, parce qu'il existe bien peu de vraies bases de comparaison.
Des objets semblaient ici et là se déplacer à travers la pièce comme des entités conscientes. Le bruit de leurs pattes avait quelque chose comme un cliquetis souple sur une surface dure, ou comme le contact mal coordonné de surfaces de cornes sur du caoutchouc dur. C'était, si je puis me permettre une comparaison plus concrète, mais un peu moins précise, comme si des gens avec des semelles de bois fendues traînaient les pieds et les faisaient s'entrechoquer sur le chêne ciré du plancher. De la nature de ce qui était responsable du bruit et de ce à quoi cela ressemblait, je n'osais pas spéculer. Très vite, je sus qu'il me serait impossible de reconstituer un discours continu. Des mots isolés, y compris le nom d'Eckley et le mien, ressortaient ici et là, prononcés le plus souvent par la voix synthétique. Ce qu'ils signifiaient, je ne pouvais rien en savoir, faute d'en connaître le contexte. Et aujourd'hui, je me refuse à en tirer quelques déductions définies, et même leur effroyable effet sur moi était une suggestion plutôt qu'une révélation. Un conclave terrible et anormal, j'en suis certain, s'était assemblé juste là-dessous. Pour quelles délibérations affreuses, comment le savoir ? Mais de façon curieuse, ce sentiment de blasphème pernicieux l'emportait en moi sur les assurances d'Eckley quant à l'amicalité de ses invités. En écoutant avec attention, je commençais à percevoir clairement les voix, même si je ne pouvais pas saisir beaucoup de ce que chacune d'elles disait. J'arrivais cependant à isoler un certain caractère derrière chacun des interlocuteurs, tandis que la voix mécanique, malgré sa puissance artificielle et sa régularité, semblait en fait en position de subordonné, de plaideur. Le ton de Noyes participait plutôt d'une conciliation. Les autres, je ne pouvais pas réussir à les interpréter. Je n'entendis pas le chuchotement qui m'était devenu familier, celui d'Eckley, mais je savais qu'un tel son n'aurait jamais pu passer à travers le solide plancher de ma chambre. Je tentais de réunir ces quelques mots disjoints et les autres sons que je percevais, étiquetant mes interlocuteurs du mieux que je pouvais. C'est de la voix synthétique que je pus d'abord isoler des phrases reconnaissables. Il les a apportés comme prévu. Renvoyer les lettres et l'enregistrement. Affaires classées. A vu et entendu. Mais quoi enfin? Force impersonnelle après tout. Nouveau cylindre tout prêt. Grand Dieu. Tant qu'on arrête, petit mais humain, Eckley, cerveau, Aïe, Nyarlathotep, Wilmarth, enregistrement, lettres, pauvre imposture. Ngaktum, sans douleur, paix, l'affaire de 2 semaines, trop théâtral, vous l'avez dit. Pas de raison, plan original, mêmes effets. Noyes peut attendre. La ronde, cylindre neuf, voiture de Noyes. D'accord, comme vous, juste là-bas. Attendez, chambre. Voici la substance de ce que je pus entendre, tout en restant étendu, rigidement immobile sur ce lit dans cette ferme solitaire au milieu des collines hantées, étendu, tout habillé, un revolver agrippé dans la main droite et la lampe torche vissée à la main gauche. J'étais maintenant, je l'ai dit, tout à fait réveillé. Mais une sorte d'obscure paralysie continuait de me garder inerte même longtemps après que les derniers échos de ces voix se furent éteints. J'entendais le balancier lent et régulier de l'ancienne pendule du Connecticut quelque part au loin, et finalement y décernais le ronflement irrégulier d'un dormeur. Eckley devait s'être assoupi après cette étrange session, et je pouvais croire qu'il en avait besoin. Mais c'était ainsi. Savoir quoi penser ou quoi faire était au-delà de ce que je pouvais décider.
Après tout, avec ce que j'avais entendu concernant ces choses, au-delà de tout ce que j'en savais auparavant, que pouvais-je attendre de plus? Est-ce que je n'avais pas été prévenu que les êtres sans nom étaient désormais librement admis dans la ferme? Aucun doute, ils avaient rendu à Eccley une visite inopinée. Quelque chose dans ce discours surpris par fragments m'avait glacé, placé dans le plus horrible et grotesque doute, et me faisait souhaiter avec une soudaine ferveur que je puisse me réveiller et considérer tout cela comme un rêve. J'étais persuadé d'avoir inconsciemment surpris quelque chose que ma conscience ne me permettait pas encore de reconnaître. Qu'en était-il d'Eccley? Est-ce qu'il n'était pas mon ami? N'aurait-il pas protesté si un quelconque mal m'était fait? Le ronflement régulier et tranquille que je percevais dans la pièce du dessous semblait rendre ridicule toutes mes peurs soudaines. Était-il possible qu'ils aient pu imposer à Eccley, en se servant de lui comme d'un leurre, de m'attirer dans ces montagnes avec les lettres, les photographies et l'enregistrement? Est-ce que ces créatures souhaitaient nous englober dans la même destruction parce que nous en étions venus à trop en savoir? À nouveau, je méditais sur ce changement de situation aussi abrupt que surnaturel, advenu entre l'avant-dernière lettre d'Eccley et la suivante. Quelque chose là, m'avertissait mon instinct, était terriblement faux. Rien n'était comme cela de vrai. Ce goût amer dans le café qui m'avait fait le jeter, est-ce que ce n'était pas une tentative de ces entités hideuses et inconnues de me droguer? Je devais en parler à Eccley à l'instant et réveiller sa méfiance endormie. Ils l'avaient hypnotisé avec leurs promesses de révélation cosmique, mais maintenant on devait le rappeler à la raison. Nous devions nous échapper de tout ça avant qu'il soit trop tard. S'il manquait de la volonté suffisante pour rompre et reprendre sa liberté, je m'en chargerais. Et si vraiment je ne pouvais le persuader de s'en aller, eh bien, je m'en irais seul. Il m'accorderait au moins d'emprunter sa Ford et de la lui laisser dans un garage à Brattleboro. Je l'avais aperçue dans la remise sous l'auvent, le portail laissé ouvert maintenant que le péril était derrière, et j'avais de bonnes raisons de croire qu'elle était prête à démarrer. Ce sentiment momentané de répugnance éprouvée à l'égard d'Eccley pendant notre conversation du soir avait disparu. Il était dans une position équivalente à la mienne, et nous devions nous échapper ensemble. Sachant son indisposition, je détestais avoir à le réveiller dans cette conjoncture, mais savais devoir le faire. Pas question d'attendre jusqu'au matin ici, vu comment l'affaire s'orientait. Je commençais enfin à me sentir capable et m'étirais vigoureusement pour retrouver le contrôle de mes muscles. Me levant avec des précautions plus instinctives que délibérées, je trouvai et repris mon chapeau, ma valise, et descendis avec l'aide de la lampe torche. Ma nervosité était telle que je gardais dans ma main droite le revolver braqué tenant la valise et la lampe torche ensemble de la gauche. Pourquoi je pris ces précautions, je n'en sais rien, puisque j'étais sur le point de réveiller le seul occupant de la maison. Comme je descendais sur la pointe des pieds l'escalier qui craquait vers le hall du rez-de-chaussée, j'entendais le dormeur plus distinctement et remarquai qu'il était dans une pièce sur ma gauche, un salon dans lequel je n'étais pas entré. Sur ma droite, il y avait l'obscurité parfaite du bureau dans lequel j'avais entendu les voix. Poussant la porte entrebâillée du salon, je me frayais chemin avec la lampe électrique vers la source du ronflement, puis enlevai le faisceau sur le visage du dormeur. Dans la seconde, je l'éteignis brusquement et fis une retraite de chat vers le hall, précaution cette fois participant de la raison autant que de l'instinct. Parce que le dormeur sur le canapé n'était pas Eccley, mais mon guide du matin, Noyes. Quelle était la situation réelle, je ne pouvais rien en savoir, mais un reste de bon sens me dicta que le plus sûr était d'en apprendre le plus possible avant de réveiller quiconque. Une fois à nouveau dans le hall, je refermai silencieusement et fermement la porte du salon derrière moi. Peut-être une chance d'éviter de réveiller Noyes. Puis
Puis j'entrai avec précaution dans le bureau sans lumière, où je m'attendais à trouver Clay, soit endormi, soit éveillé, assis sur le grand fauteuil qui, à l'évidence, était son lieu de repos favori. Comme j'entrais, le faisceau de ma lampe torche éclaira la grande table centrale, me révélant un des diaboliques cylindres avec la machine à lentilles pour voir et celle à disque pour entendre, raccordée, une des machines à voix synthétique tout auprès, prête à être reliée à tout instant. Ce devait être, je pensais, le cerveau placé dans le liquide que j'avais entendu parler durant l'effroyable conférence. Et pendant un instant, j'eus la tentation perverse de relier la voix mécanique et de voir ce qu'il aurait à dire. Il devait, j'en étais sûr, être conscient de ma présence dans la pièce. La vue et l'ouïe qui lui étaient raccordées ne pouvaient manquer de détecter les rayons de ma lampe torche et le faible craquement du plancher sous mes pieds. Mais désormais, plus question de toucher à ces choses. Je remarquai incidemment qu'il s'agissait du cylindre tout net et neuf qui portait le nom d'Eclay, que j'avais remarqué sur l'étagère plus tôt dans la soirée, et dont mon hôte m'avait signifié de ne pas me préoccuper. Me rappelant cet instant, je ne peux que regretter ma timidité et souhaiter avoir autorisé l'appareil à parler. Dieu sait quels mystères et quels horribles doutes et questions d'identité auraient pu être levés, mais c'était alors miséricorde de le laisser. De la table, j'orientai la lampe sur le coin où je pensais trouver Eclay, et quelle fut ma perplexité de découvrir le grand fauteuil vide de tout occupant endormi ou éveillé. Du fauteuil avait glissé par terre l'amas familier et volumineux de la vieille robe de chambre, près d'elle sur le plancher le châle jaune et les énormes bandages de pieds que j'avais trouvés si bizarres. Tandis que j'hésitais, multipliant les conjectures d'où je pouvais trouver Eclay et pourquoi il s'était si soudainement dépouillé de ses vêtements de nuit, je notais que l'odeur étrange et l'impression de vibration avaient cessé dans la pièce. Quelle avait été leur cause ? Je me fis la remarque que je ne les avais perçus qu'une fois dans la proximité immédiate d'Eclay. Je les avais ressentis plus fort là où il était assis et quasiment absentes ailleurs, sauf dans cette pièce où il était ou juste devant la porte. Je m'immobilisais, faisant le tour de la pièce avec ma lampe torche et me triturant le cerveau pour des explications quant au tour que prenait l'affaire. Pour l'amour du ciel, que n'ai-je quitté la pièce avant de porter à nouveau ma lampe sur la chaise vide? Et de ce que je vis, je ne pus retenir un cri vite étouffé, mais qui devait bien avoir rejoint, sinon parfaitement éveillé, la sentinelle endormie de l'autre côté du hall. Ce cri et le ronflement qui avait repris du côté où était Noise sont les derniers sons que j'eus jamais entendus dans l'étouffement morbide de la ferme, sous les bois noirs de la montagne hantée, ce foyer d'horreur transcosmique parmi les crêtes vertes reculées et le chuchotement maudit des torrents invisibles d'un pays de spectres. C'est miracle que je n'ai pas laissé tomber ma lampe torche, la valise et le revolver dans ma frayeur, mais quoi qu'il en soit, cela ne se produisit pas. Comment je fis pour échapper à cette pièce, puis à cette maison sans faire plus de vacarme, atteindre avec toutes mes affaires la remise où était la vieille Ford, puis démarrer le véhicule archaïque vers un point inconnu dans la nuit noire et sans lune pour me retrouver en sûreté? Le voyage qui suivit fut un moment de délire digne de Poe et de Rimbaud, ou d'une gravure de Doré, mais finalement je me retrouvai à Townshend. C'est tout. Si ma santé mentale n'est pas définitivement perturbée, j'ai de la chance. Parfois je crains ce que les années à venir apporteront, surtout depuis qu'on a découvert cette nouvelle planète, Pluton. Ainsi que je l'ai indiqué, j'avais braqué ma lampe sur le fauteuil vide après avoir fait le tour de la pièce, remarquant alors pour la première fois la présence d'objets sur le siège que je n'avais pas perçus à cause de la découverte des vêtements vides abandonnés. Ce sont ces objets, au nombre de 3, que les enquêteurs n'ont pas retrouvés quand ils sont arrivés un peu plus tard. Comme je l'ai dit en commençant,
Rien ici qui tienne visuellement de l'horreur. Le trouble considérable, c'est ce qu'il me conduisait à en déduire. Même aujourd'hui, j'ai des moments de doute, des moments dans lesquels j'accepte à moitié le scepticisme de ceux qui attribuent l'ensemble de mon expérience à un rêve, à l'état de mes nerfs ou au délire. Les trois choses étaient de remarquables objets dans leur catégorie, conçus pour fixer sur une armature métallique ingénieuse des formes organiques dont je n'ose pas conjecturer qui les a fabriquées. J'ai espoir, un espoir religieux, qu'ils soient les produits de cire d'un maître artiste, en dépit de ce que mes peurs les plus intimes me dictent. Grand Dieu, ce chuchotement dans la nuit, son odeur morbide et ses vibrations. Sorcier, émissaire, voleur d'identité, alien, ce bourdonnement hideusement retenu, et tout le temps ce cylindre neuf et net sur l'étagère. Pauvre diable. Chirurgie prodigieuse, biologique et chimique, génie mécanique. Parce que ces choses dans la chaise, parfaites au dernier point, dans le plus subtil détail et la ressemblance microscopique ou l'identité même, étaient le visage et les mains de Henry Wentworth Ilkley.